nouvelle table ronde on va dire ça, cette fois-ci sur le thème de la réhumanisation de la relation client. Et pour en parler avec nous, j'appelle Thomas Rouault, qui est CEO et fondateur de Snowleader, et Nadia Darcy, qui est responsable PME et Startup en Allemagne et en France pour Salesforce. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, merci d'être avec nous. Pour commencer, qu'est-ce que Snowleader ? Je ne sais pas si tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous faites ? Donc Snowleader, on revend du matériel de sport de montagne et de glisse sur Internet et depuis 4 ans en magasin physique. Donc on a 3 magasins à Annecy, Chamonix et Lyon. On existe depuis un peu plus de 10 ans. Et voilà, on revend toutes les marques internationales de matériel de montagne sur le site. Ok. Et alors, vous vous êtes lancé donc sur fonds propres il y a 10 ans, comme vous venez de le dire. Vous atteignez aujourd'hui un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. C'est quoi les ingrédients de la réussite, de votre réussite ? Et est-ce que les clients, d'un côté comme de l'autre, marques comme clients finaux, ont été faciles à séduire ou est-ce que ça a été un peu compliqué ? Alors la première étape déjà, effectivement, ça a été de convaincre les fournisseurs d'accepter de travailler avec nous. Ce qui a été extrêmement difficile puisqu'il y a 10 ans, le e-commerce n'était pas très bien vu par nos fournisseurs qui sont des marques très traditionnelles de l'univers de la montagne. Donc il y a eu un gros travail d'apprentissage pour leur expliquer qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on allait apporter sur le marché. Et pour les clients, pour le coup, ça a été quand même beaucoup plus facile puisqu'il y avait une appétence des consommateurs pour utiliser des outils digitaux pour consommer leurs articles de montagne. Et on a vraiment misé dès le départ sur la qualité du service client. Et nos notes ont été bonnes sur les systèmes d'audit. Et donc le bouche à oreille s'est propagé auprès des clients. Et on a vraiment un taux de repeat business qui est aujourd'hui hyper élevé parce que les clients ont de l'appétit et du goût et de l'affect pour Snowleader. Okay. Et alors, il faut peut-être faire un petit point sur le contexte. Il y a 10 ans, quand vous êtes lancé, les marques de sport d'hiver étaient essentiellement vendues en boutique, en station. Exactement, il s'était rien passé, on va dire, d'important dans le commerce physique. Les acteurs en place étaient là depuis 30 à 40 ans, des acteurs très traditionnels. Et du coup, les marques n'avaient pas du tout vu venir la révolution digitale. Et nous, on est venu un peu disrupter ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas été évident. C'est qu'au-delà de vendre le projet Snowleader à nos fournisseurs, il a fallu leur expliquer qu'à horizon 10 ans, le e-commerce allait peser 30% de leur chiffre d'affaires quand ça faisait 0. Donc on n'a été pas forcément pris au sérieux et il a fallu expliquer toute cette tendance de fond du commerce. Alors il a fallu expliquer, mais vous avez réussi. Et vous avez commencé à vous développer à l'international. À quelle période à peu près ? Au bout de combien de temps de vie ? On a commencé à se développer à l'international au bout de la 5e année. On a d'abord traduit le site en anglais, comme le font traditionnellement beaucoup de e-commerçants. Et ensuite, dès 2015, on a commencé à lancer des URL dédiés, donc des Snowleader avec le nom du pays, ce qui nous a permis du coup d'encapsuler des devises, des moyens de paiement spécifiques, des moyens de livraison spécifiques. Et donc aujourd'hui, on fait à peu près 35% de notre chiffre d'affaires à l'export, avec un trend de croissance de l'ordre de 50 à 60% par an sur les marchés export. Okay. Et alors, c'est au moment où vous avez attaqué l'international que vous êtes passé au CRM Salesforce. Exactement, en fait. Pourquoi ? Comment ? On utilisait une bonne vieille boîte mail pour vraiment répondre à nos services clients. Et à partir du moment où on a commencé à avoir différentes langues qui étaient adressées et du coup des questions dans les langues allemandes, italiennes, anglaises, notre service client a perdu en qualité puisque du coup on a beaucoup de clients qui nous appellent pour avoir des conseils techniques sur les produits qu'ils achètent et on n'a pas des conseillers, on n'a pas un spécialiste de l'alpinisme qui parle forcément l'espagnol le samedi après-midi au bureau. Donc du coup on a dû vraiment avoir une plateforme qui nous permette de collecter toutes les requêtes techniques des demandes des clients pour pouvoir ensuite les adresser aux acheteurs qui avaient la compétence technique et ensuite le service client qui fait la traduction et qui permet de réadresser la réponse dans la langue native du client. Ok. Et alors Nadia, on voit que Snowleader a adopté le CRM à un moment clé de sa croissance. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement un moment clé dans la vie d'une boîte pour passer à un CRM professionnel ? Pour moi, le moment clé, c'est dès le démarrage de l'activité. Pourquoi ? Parce que en fait, une PME aujourd'hui ou une start-up se doit d'être agile,
elle se doit d'être réactive et de pouvoir répondre aux besoins de son client. Et ça, en fait, on se rend compte qu'au démarrage, elles arrivent à le faire, mais à partir du moment où elles commencent à rencontrer un certain succès, eh ben, l'entreprise, même si elle est petite, elle commence à créer des silos et ils commencent à vraiment tous travailler de façon déconnectée. Et ça, c'est malheureusement en fait une réalité qui fait que les startups, les PME d'aujourd'hui font faillite. Parce qu'elles n'arrivent pas à justement se connecter en interne et vraiment adresser le client qui doit être le cœur et c'est le cœur de leur succès. Ouais. Mais alors, voilà. On le voyait juste avant, c'est quand même un coût. Oui, c'est un coût. Après, on a des solutions qui sont différentes. On a, pour les toutes petites startups qui n'ont pas encore fait de levée de fonds, on va avoir des solutions qui s'appellent Salesforce Essential, et justement pour les aider à démarrer dans cette approche de structuration de l'organisation et de recentrer l'ensemble de l'organisation autour des clients. Et après, elles peuvent comme ça évoluer dans leur croissance. Et le fait de pouvoir se structurer dès le démarrage, ça va aussi les aider à créer de la valeur pour leurs investisseurs. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Ok. Voilà. Et alors vous, chez SnowLeader, vous utilisez 2 briques des solutions Salesforce. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous utilisez? Ouais. La première brique du coup qu'on a mis en production, c'est la partie Service Cloud pour nous aider à vraiment structurer le service client et qui permettent de réadresser ces messages aux conseillers techniques. Donc ça, c'est une brique qu'on a mis en production en septembre 2015. Et ensuite, on a mis la seconde brique qui est Marketing Cloud, qui du coup nous permet d'adresser des messages, que ce soit par email ou par SMS en fonction de segments qu'on définit. Donc ça peut être de l'opération commerciale très traditionnelle, mais on l'utilise aussi pour des opérations un peu plus fines, sur des événements qu'on organise dans nos magasins, pour pouvoir adresser un message à des clients qui sont à proximité du magasin et qui ont déjà acheté par exemple un article de la marque, pour être sûr de pouvoir adresser un message qui soit utile aux clients. Et ça, on l'a mis en production 1 an après, au printemps 2016. Ok. Et alors, on parlait des événements en magasin. Vous avez quand même pas mal de piliers différents en dehors des outils numériques pour interagir avec vos clients. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu toutes les actions que vous menez pour vos clients? Les magasins, et au-delà des magasins, même au global dans la relation client, un peu comme ce que fait Salesforce aujourd'hui, on essaye de créer des événements pour pouvoir développer les relations qu'on a avec nos clients et pas uniquement sur un aspect marchand. Donc par exemple, on organise en fin de saison à Val Thorens un événement où on invite l'ensemble de nos clients à venir tester le matériel de l'année d'après. Donc ils le découvrent en exclusivité, ils peuvent le tester sur la neige. L'ensemble des marques du marché sont présentes pour pouvoir régler les skis à la taille des clients, passer un bon moment avec eux. Les athlètes sont présents pour les emmener skier. Et du coup, Salesforce nous permet de créer ces segments pour inviter les clients qui ont le plus d'appétence pour pouvoir essayer ce type d'article. Et on le fait aussi du coup, de manière plus légère dans les magasins physiques, en organisant des reblochon runs, parce que du coup on s'appelle The Reblochon Company. On offre un reblochon fermier dès que les clients commandent plus de 150 € sur le site. Et donc on a le même concept dans les boutiques. Les clients viennent faire une course à pied pour tester du matériel et ensuite on leur paye un apéro avec du rebloche et une bière pour se remettre de leur course à pied. Ok. Et alors ça, la technique du reblochon, c'est né dès le départ chez SnowLeader? Ah, ça c'est dès la mise en production. Le reblochon est une valeur essentielle de notre réussite. Et ça a contribué beaucoup au succès de SnowLeader? Ça fait beaucoup rire et du coup au départ, en lancement, les gens se sont souvenus de nous vraiment grâce à ça. Ça a eu comme vertu vraiment de déplacer le débat. Le e-commerce était réputé pour être mieux-disant en termes de prix. Nous, ça n'a pas été du tout notre approche. Notre approche a été de proposer un service plus qui n'existait pas sur le net à cette époque. Et du coup, les clients, ils étaient vraiment morts de rire de recevoir un reblochon. Ça leur faisait un petit morceau de montagne avant d'arriver en vacances. Et ça a vraiment permis aux clients de se souvenir de nous et de mémoriser qui on était. Et on n'était pas un site e-commerce très transparent comme beaucoup de templates l'étaient à l'époque. Ok. Et alors justement sur la typologie d'articles que vous vendez, on est quand même sur du matériel de pointe, etc. Je suppose que les clients ne reviennent pas forcément aussi souvent que pour s'acheter des chaussettes. Oui. Comment est-ce que vous gérez ça? Du coup, on essaye justement... alors effectivement, notre panier moyen, il est assez élevé puisqu'on vend des biens qui coûtent assez cher. Une paire de skis... le prix moyen, il oscille entre 500 et 700 €, donc c'est pas quelque chose qu'on renouvelle tous les ans.
Idem pour une chaussure de randonnée. On vend du matériel qui est de bonne qualité, donc les gens peuvent les garder plusieurs années. Donc on essaye de compléter notre catalogue avec des produits qui ont un prix moyen plus bas pour pouvoir engendrer un taux de repeat business qui soit plus important. Et on incentive aussi via Marketing Cloud avec des systèmes d'upsell ou de cross-sell. Quelqu'un qui achète une paire de skis, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'une paire de chaussettes de ski. Donc là, on peut effectivement en acheter plus souvent. Et pareil sur l'été, en fonction de la typologie d'articles qui sont achetés par les clients, on sait que quelqu'un, par exemple, qui va acheter de la nourriture lyophilisée, c'est quelqu'un qui va partir en trekking de façon longue. Donc du coup, on peut construire des segments qui nous permettent de leur proposer des produits adaptés pour compléter leur parcours d'achat. Ok. Alors Nadia, on a vu quelques ingrédients de la relation client, mais je pense qu'on ira un peu plus loin encore après. Vous, avec Salesforce, vous proposez des outils numériques pour les startups, pour les PME, pour les entreprises, mais la relation client ne se limite évidemment pas qu'à cette sphère-là. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour gérer au mieux sa relation client ? Oui, donc en fait chez Salesforce on n'offre pas que des outils, hein. On a les meilleurs outils sur le marché dans notre domaine, mais on n'offre pas que des outils, on va au-delà de ça et on partage notre savoir-faire. Donc Salesforce est une société qui depuis 20 ans continue à faire plus de 30% de croissance d'année en année. Donc c'est quelque chose que l'on voit rarement, mais c'est quelque chose que fait Salesforce. Donc dans notre partage de savoir-faire, on a des sessions avec nos clients que l'on appelle par exemple How Salesforce Uses Salesforce, où on conseille nos clients sur nos méthodologies. Donc comment est-ce que Salesforce, on va avoir des sessions où on va conseiller nos clients sur le recrutement, sur l'onboarding, sur comment structurer leurs équipes commerciales, leurs services et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des sessions que l'on fait assez régulièrement. On travaille aussi de façon très très étroite avec, on a des partenariats avec certaines venture capitalistes où là, on fait ces sessions-là avec leur portefeuille de start-up, justement pour les conseiller à au mieux se structurer dès le démarrage de l'activité. Ok. Et alors ma question, c'était plutôt sur les startups. Comment est-ce que vous les conseils que vous avez à leur donner pour aller au-delà des outils numériques? Pour aller au-delà des outils numériques, c'est de se rapprocher de leurs clients, c'est de mieux connaître leurs clients et c'est de mieux servir leurs clients via les outils numériques. Ok, très bien. Et du coup, on parlait un peu tout à l'heure de la rebloche run, etc. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez? Vous avez notamment un magazine papier, par exemple. Exactement. Qui peut paraître un petit peu étrange aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? On essaye de toujours, pour développer une relation de fidélité et d'affect avec nos clients, de proposer des outils qui sont innovants. Et en fait, l'an dernier, on a décidé de lancer un magazine papier où les articles ne sont pas forcément disponibles tous en ligne, vraiment pour inciter les clients justement à maintenir un rythme de commande biannuel qui correspond au rythme de publication du magazine. Et ça a été aussi un outil dans les opérations de trade marketing qu'on met en place avec nos fournisseurs pour pouvoir leur montrer et leur faire prendre conscience qu'en plus d'être un commerçant, un e-commerçant, on était aussi devenu un média et que la relation qu'on entretenait avec nos clients, elle était beaucoup plus forte qu'une simple relation mercantile et que du coup les gens ils consommaient chez nous aussi pour avoir accès à ce magazine qui du coup est asilé dans l'ensemble des colis qu'on envoie à nos clients. Et est-ce que vous arrivez à traquer ce que tous les éléments de ce mix marketing relation client ont comme impact sur les ventes? Tout ce qui est online, oui, c'est traqué puisqu'il y a des outils qui permettent de mesurer le ROI. Mais la rebloche run... La rebloche run, au final, ils sont aussi inscrits en ligne. Donc on arrive quand même à mesurer l'impact sur le parcours d'achat. On l'a mesuré par exemple sur le Snow Leader Mountain Test, donc, qui est l'événement qu'on organise à Val Thorens. Et sur un client, on a différents niveaux dans notre programme de fidélité. Mais sur 3 des 4 créneaux, on multiplie la valeur du client par 7 du fait de sa présence à l'événement. Parce que du coup, il a pu discuter avec nous, passer un bon moment, il a pu voir de façon physique quels étaient ses interlocuteurs. Et du coup, il crée une relation d'affect qui fait que le client il va ensuite renouveler ses achats chez Snow Leader
parce qu'il a plaisir à consommer chez Snow Leader et qu'il n'est plus dans une recherche ah ouais, j'ai besoin d'un baudrier ou j'ai besoin de... Il va consommer chez Snow Leader son baudrier. Et du coup, ça, c'est pas mesurable tout le temps. Le magazine, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'impact du magazine, mais en tout cas, ce qu'on mesure, c'est le taux de repeat business, qui est vraiment pour nous un KPI qu'on mesure et qui est un élément important dans le développement de notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, les métriques sont plutôt bonnes. Donc, on a plutôt tendance à croire que les activations qu'on met en place nous permettent de toujours aller de l'avant et de maintenir ce relationnel avec l'ensemble de nos clients. Okay. Et est-ce que ces événements permettent de créer vraiment des ambassadeurs de marque? Est-ce que vous avez des clients que vous chouchoutez particulièrement ou est-ce que ça s'adresse vraiment Alors on les chouchoute en fonction de leur niveau dans le programme de fidélité. Notre plus haut niveau de fidélité, c'est des clients qui dépensent plus de 2 000 € par an sur Snow Leader. Et eux, par exemple, on leur propose tous les mois une sortie avec un guide de haute montagne. Donc c'est quelque chose quand même qui coûte assez cher. Une journée d'un guide, c'est à peu près 500 €. Et du coup, c'est sur le principe du premier inscrit, premier servi. Et donc, les clients peuvent vivre une expérience en montagne avec d'autres clients. Et ça leur permet de discuter, d'échanger et puis de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément fait tout seuls, à la fois compte tenu du coût et du fait qu'il faut être accompagné pour pouvoir le faire. D'accord. Et alors, côté Snow Leader, on voit bien que le service client est plutôt assuré par des experts. Il en va quand même de la sécurité des utilisateurs. En revanche, côté Salesforce, il y a la communauté qui est hyper importante chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vos utilisateurs deviennent aussi vos meilleurs ambassadeurs? Oui, donc pour nous, nos clients et cette communauté-là, c'est nos clients, on les appelle les trailblazers. En fait, dans le modèle de Salesforce, et je reviens un petit peu en arrière, mais dans le modèle de Salesforce, nos clients sont la clé de notre succès. Pourquoi? Parce qu'on est un modèle d'abonnement. Et donc, il est important pour nous que nos clients réussissent dans leur projet et continuent à utiliser nos solutions. Parce que s'ils quittent la société, éventuellement, Salesforce n'existera plus. Donc, le succès de nos clients et la réussite de leur projet est très, très importante pour nous. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a créé, via des événements tels que celui-ci, ou l'événement tel que Dreamforce que l'on fait à San Francisco tous les ans, ces communautés de clients qui se connectent, qui échangent sur les problématiques auxquelles elles font face dans leur industrie, dans leur taille de business, etc. Et comment est-ce que Salesforce les accompagne dans ces challenges-là. D'accord. Voilà. Et est-ce que la concurrence de Snow Leader a commencé à adopter certains de vos codes ou est-ce que vous restez encore tout à fait différent des autres? À ce stade, on est vraiment en avance parce qu'on a créé de l'affect. Et de l'affect, c'est quelque chose qui est dur à construire, mais une fois que c'est mis en place, c'est extrêmement solide. Et du coup, on est plutôt dans une tendance à recruter des nouveaux clients et à consolider notre base et à la développer. Et les concurrents, ils ne peuvent pas arriver du jour au lendemain et créer... c'est pas quelque chose qui se crée de toutes pièces. Il faut vraiment que ça soit dans l'ADN de la boîte. L'idée du reblochon, d'offrir... la dernière année, on a offert 150 000 reblochons, donc c'est quand même pas anodin. Ça, c'est quelque chose que les concurrents ne peuvent pas copier. C'est vraiment nous, dans notre histoire, il y a un storytelling qui est réel. C'est pas quelque chose qu'on a écrit, c'est pas une stratégie marketing. Et du coup, on essaye de le développer pour le cultiver, mais nos concurrents ne peuvent pas copier cela, quoi. Ok. 150 000, vous devez être le premier client, à mon avis, des producteurs du coin. On est bons clients, ouais. Ils doivent être bien contents. Et alors, une question peut-être plus globale. On a quand même beaucoup d'éléments chez Snow Leader, mais c'est quoi pour vous deux un bon service client et les ingrédients d'une marque qui sait entretenir une relation avec ses clients? Pour moi, les bons ingrédients, déjà, c'est vraiment de mesurer, d'auditer au quotidien la qualité du service client. Nous, chez Snow Leader, 100% des commandes des clients qui passent commande reçoivent un email pour noter notre qualité de service. Et c'est de mettre en place des actions correctives à chaque fois qu'on détecte un problème, un frottement dans le parcours client. Et de lui apporter la réponse. Des fois, de lui dire, ouais, on n'a pas été bon, parce que il se peut que des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien. On est dépendant des transporteurs sur le dernier kilomètre. Il se peut qu'on ait du retard. Mais il faut avoir un discours de transparence avec lui et lui dire on est désolé, on vous présente nos excuses et on fera mieux la prochaine fois et puis on va faire un geste co pour vous donner envie qu'il y ait une prochaine fois. Et il faut avoir un discours de transparence, dire les choses, pas se cacher derrière ces problèmes et toujours essayer de remettre en place des nouveaux process
pour s'auto-corriger, se remettre en question de façon perpétuelle? Pour Salesforce, ça va être de connaître son client au mieux. C'est-à-dire chaque client de Salesforce va avoir un responsable de compte qui va être son point de contact. Et cette personne est vraiment sa go-to personne s'il a des questions, s'il a des problèmes, s'il veut parler de quoi que ce soit. Et donc ça, je pense que c'est une chose qui est très importante. Après, Salesforce est une boîte américaine. Le fait d'avoir un service local est aussi quelque chose de très important, de parler la langue du client, de se rapprocher du client. Donc nous, tous nos clients ont un responsable de compte. Ce responsable de compte leur rend visite assez régulièrement et ça crée vraiment cette relation qui est assez proche. D'accord. Voilà. On a... Pardon, je t'écoute. J'allais dire aussi, on a une des valeurs chez Salesforce qui est le VTO, donc notre modèle 1-1-1, ou le give back, donc c'est-à-dire de faire des actions pour des associations caritatives. Et donc là, on met en place aussi pour justement créer cette connexion et cette communauté avec nos clients, on crée des événements où on fait du VTO avec nos clients, avec nos partenaires et on se retrouve hors sujet Salesforce. D'accord. Voilà. Ok. Et on n'a pas du tout parlé de l'implémentation de la solution. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'est long, fastidieux? Non, c'est ce qu'on disait dans les rendez-vous de préparation, c'est que dans les différents projets qu'on a dû mettre en production qui constituent les différentes briques de notre système d'information, l'implémentation de Salesforce a été celle qui a été la moins douloureuse et vraiment la plus facile. On a eu un go live en 4 ou 5 mois maximum. On a eu la chance de travailler avec vraiment des équipes d'intégration qui avaient une excellente compréhension de nos problématiques. Externe. Comment? Externe, les équipes d'intégration? Oui, c'était Kerensen, mais qui depuis a été racheté par Salesforce. Ok. Et c'est allé super vite. Les schémas de réplication de base de données, ce dont on avait besoin, on parlait vraiment le même langage. Et quand on a mis en prod, voilà, ça n'a pas été... ça a fonctionné dès le début et ça s'est super bien passé. Okay. Et ça reste un excellent souvenir, contrairement à d'autres accouchements un peu plus douloureux. Et est-ce qu'il y a vraiment eu un switch quand vous avez basculé sur le CRM Salesforce? Oui, il y a eu la nuit puis la lumière. Donc on a vraiment progressé et comme je vous le disais, on était encore assez jeunes, notre niveau de chiffre d'affaires était encore faible et on n'avait pas du tout investi, nous, dès le départ, sur les outils de CRM. Et la façon dont on le gérait, c'était une boîte mail qui débordait en permanence. Et une fois qu'on a mis en place Salesforce, on a pu construire des segments, avoir de la visibilité, de la data. Et je pense que même vis-à-vis de nos clients, ils l'ont vraiment ressenti du jour au lendemain sur notre réactivité et la qualité du message qui leur était adressé. Et de la connaissance qu'on pouvait avoir d'eux aussi pour traiter beaucoup plus rapidement leurs problèmes, plus être obligé de leur reposer les mêmes questions. Quelle est votre taille? Quelle est votre morphologie? Là, chaque opérateur, il a un historique précis du parcours d'achat du client, ce qui fait qu'on gagne énormément de temps et en qualité également. Ouais, et on en parlait quand on préparait la table ronde. La connaissance client, elle passe aussi par la prédiction, entre guillemets, là, ça fait 6 mois que tu as tes skis, il faut les faire réviser, etc. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est perçu par les consommateurs, toute cette connaissance client qui est accumulée et les messages que vous leur envoyez? Alors, chez nous, c'est assez bien perçu par les clients parce qu'on vend du matériel qui nécessite des entretiens parce que un Arva, quand ça ne fonctionne plus et si vous êtes sous une avalanche, c'est très très grave. Donc du coup, les clients ne voient pas ça du tout d'une façon intrusive. Au contraire, ils le prennent comme une valeur ajoutée et un service plus qu'on peut leur offrir. Donc on détermine des règles, notamment les Arvas, c'est tous les 5 ans qu'il y a besoin d'une révision. Les baudriers, c'est tous les 3 ans. Les cordes, c'est tous les 4 ans. Donc on a des règles différentes en fonction de la typologie des articles. Et donc l'objectif, le futur, c'est d'arriver à se servir de cette data qu'on accumule sur le parcours d'achat de nos clients et de pouvoir la réinjecter en live pour avoir un merchandising qui soit adapté à l'historique d'achat du client. C'est comme si on envoyait un SMS en se disant ce soir on boirait bien une bière bien fraîche et de faire un barbecue et qu'on arrivait dans un supermarché et qu'il y avait
une horde de bières et de chips qui étaient à l'entrée du magasin. L'idée, c'est de refaire ça en ligne et ça nécessite du coup d'avoir un outil qui est performant à la fois en termes de data, mais aussi il y a des problématiques de cache puisque ça nécessite d'avoir une reconstruction de page qui Donc ça veut dire que l'offre serait personnalisée quand on arrive sur la page. L'offre, l'affichage de l'offre est personnalisé. L'offre, au final, elle est tout le temps la même, mais c'est la façon d'afficher qui est différente en fonction de l'historique d'achat du client. Et c'est pour quand, ça ? Ça, on y travaille. Ok, très bien. Et merci beaucoup à tous les deux pour votre présence ici. On peut les applaudir. Merci. Merci. Et on vous donne rendez-vous dans 15 minutes pour un nouveau panel sur comment j'ai monté une entreprise de 100 employés en 9 mois grâce à une technologie scalable avec EasyWork. Merci beaucoup.